bonsoir à tous. Alors, je suis Armelle Leclerc. Je vais vous présenter Didier Bourda, qui est ici présent, dans un thème qui s'appelle Poésie en partage. Vous avez peut-être vu sur le programme qu'il y avait initialement en fait, 2 poètes invités par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans le cadre des Idées mènent le monde. Initialement, Lydia Padelec devait venir ici et puis elle n'a pas pu venir malheureusement pour des problèmes, enfin pour des raisons de santé. Alors je l'avais invité avec Didier Bourda parce qu'ils ont tous les deux en commun d'organiser un festival de poésie. Lydia Padelec organise les Trouées poétiques en Bretagne. Par ailleurs, elle a publié récemment, en 2018, une anthologie de 118 jeunes poètes, bon, jeunes nés après 1970. Et donc, ce sont 2 poètes qui partagent la poésie, qui essaient de la faire découvrir à d'autres personnes qui ne se limitent pas à leur œuvre propre. Donc cette anthologie Duo est un numéro en fait, de la revue Bacchanal et a été publié par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Alors, vous trouverez les ouvrages de Lydia Padelec ainsi que de Didier Bourda à la librairie Les Scampettes sur leur stand. Et Didier sera en dédicace après la rencontre. Donc, je vais vous présenter à présent Didier, que certaines personnes qui sont à Pau connaissent déjà, puisque donc, il est né à Pau en 1959. Il a fait un assez long compagnonnage avec la Seine. Il a écrit des ouvrages de poésie et s'est fait souvent accompagné par différents artistes, dont des musiciens. Ces livres de poésie sont souvent construits sur l'enchevêtrement de 2 discours avec des emprunts. Donc c'est une poésie qui laisse venir du langage extérieur, des langues extérieures, des discours extérieurs. Alors il a publié beaucoup chez l'éditeur Nuit Myrtide. Néanmoins, ces 2 derniers livres sont chez d'autres éditeurs. Alors, il a publié L'Oslo chez Dernier Télégramme en 2014. Et puis, Galerie Montagnaise aux éditions Lanskin en 2018. Et par ailleurs, il a créé le festival Poésie dans les chais, qui fait venir des poètes d'un peu partout en France et aussi des poètes étrangers dans les chais, dans les vignes, donc du côté de Jurançon, Gand, etc., pour des lectures in situ et aussi évidemment à Pau. Alors, nous allons donc évoquer en fait un petit peu le sens que peut avoir la poésie aujourd'hui. C'est un domaine qui occupe une très faible partie du marché du livre. On peut se demander si on peut encore croire en la poésie, si ça a finalement un sens encore d'en publier. Et nous allons aborder donc, différentes thématiques autour de la poésie vue comme un partage d'expérience, un partage de langage, quelque chose qui met en lien, qui relie les gens. Alors dans ce partage et dans ces liens, la première question que je pourrais poser à Didier, avant qu'il nous fasse quelques lectures de ses textes, pour vous donner une idée de son écriture,
c'est peut-être pourquoi il a voulu procéder par strates, par assemblage de divers discours dans ses œuvres, puisque ce n'est pas forcément ainsi que procèdent les poètes. Oui, Armelle, donc vous prenez la question des strates dans le texte. Strate, c'est un mot qu'on pourrait attribuer à la géologie, à des choses comme ça, quelque chose d'un univers assez physique comme ça. Et c'est vrai que dans mes livres, notamment le dernier, dans Galerie Montagnaise, où se croisent beaucoup de couches comme ça qui convoquent la géographie, l'histoire, mais aussi la question des langues. Galerie Montagnaise, les Montagnais sont des Amérindiens de la côte nord du Québec, des gens qui sont francophones, bien sûr, francophones, mais qui ont aussi leur propre langue, l'innu-aimant. Et donc je me suis intéressé un peu sur les traces du baron de la Hontan, qui était un Béarnais qui au XVIIe siècle est parti militairement d'abord au Québec, et ensuite qui est devenu anthropologue et qui a été le premier à prendre en compte ces questions amérindiennes. Donc c'est un événement historique que j'ai suivi, premièrement. Ensuite, arrivé au Québec, de cheminement à travers la géographie, à travers des lacs, à travers des rivières, à travers toute cette irrigation comme ça des premiers coureurs des bois qui avançaient dans le territoire. Donc on a déjà là deux strates, on va dire. Puis ensuite la question des langues, de toutes les langues le long du Saint-Laurent, le français, l'anglais, l'amérindien, le basque beaucoup, l'occitan un peu. Donc peu à peu, ce projet en Nord-Amérique m'a amené comme ça à frotter différentes strates, différentes disciplines, différentes réalités comme ça d'un territoire. Et l'énergie vient de ces frottements-là. C'est une tectonique des plaques, y compris dans la poésie. Pourquoi pas? C'est la poésie, pour moi, est réceptacle comme ça de toute une série de frottements qui donnent de l'énergie, qui sont dans le langage, comme si le langage contenait, pas que la poésie, mais le langage contenait toutes ces réalités physiques, de force géographique, de force géologique, etc. Donc plusieurs couches comme ça, et je pense que la réalité en poésie, la poésie met en exergue ou en appel à cette espèce de couche de haut en bas, y compris d'un territoire, d'un sol. Les mots viennent pas de notre bouche, les mots viennent du sol. On verra après par la suite d'autres, notamment en Nord-Amérique, d'autres mots qui sont français, des lieux qui s'appellent Eau Claire au Michigan, des lieux qui s'appellent Prairie du Chien au Wisconsin. Il y a une imprégnation de la parole dans le sol, et la poésie questionne cette épaisseur langagière d'une géographie. La géographie qui donne des fruits, ça fait penser à poésie dans les chais et au raisin qui sort du sol un petit peu. C'est peut-être, je ne sais pas, une image qui peut venir comme fruit du territoire. Peut-être. Oui, tout à fait. Oui. C'est aussi une interrogation. L'aventure puisque vous m'amenez sur l'aventure de cette manifestation qui est Poésie dans les chais, qui a commencé en 2003, c'est encore une fois c'est en y réfléchissant bien le questionnement d'un territoire là aussi, mais d'un territoire en ne prenant pas en compte que l'aspect local d'un territoire. C'est une interrogation profonde qu'ont d'ailleurs les vignerons. Les vignerons sont des gens aussi, notamment des gens de parole, des gens qui manient beaucoup la parole. Et nous interrogeons ensemble un sol, une profondeur langagière, comme je disais tout à l'heure, et c'est en questionnant le sol d'ici, qu'on se retrouve sur les traces du baron de la Hontan au nord des Grands Lacs,
que l'on se retrouve sur les traces du baron de Saint-Castin, devenu chef amérindien dans ce qui est aujourd'hui le Maine. Donc on est là dans des veines profondes, et la parole comme une enquête, on intègre comme ça une circulation, quelque chose de veineux, quelque chose d'artériel à la surface carrément pas du globe, mais au moins transatlantique. Peut-être on pourrait faire un peu de lecture pour rentrer dans le corps du texte et peut-être présenter l'ouvrage. Donc je vais vous lire donc un premier extrait de Galerie Montagnaise, où vous trouverez des questions de différentes natures. L'écologie est présente là-dedans, un chantier aussi. Ça commence par le chantier d'un barrage. Et on se retrouve ensuite sur ce chantier aux prises avec beaucoup de végétation à arracher, à nettoyer, à sécuriser. Et tout cela, c'est beaucoup d'espèces. C'est beaucoup d'espèces qui se mêlent. Et ces espèces ne sont pas seulement des espèces végétales, ce sont aussi des communautés humaines qui viennent intégrer le texte. D'abord assécher la surface aval du bâtiment, monter une structure temporaire, dévier une grande partie de la masse d'eau. Dans de longues remontées, le courant, on dirait des patois, mais non. Les principaux points vus de la chute d'eau ne seront pas touchés. Il vaudrait mieux se comprendre vite fait et nettoyer vite fait toute la paroi, rive droite jusqu'au roc, toute la végétation, tous les débris dans les fissures. Croire possible de réparer tout cela de l'intérieur. Intrusion d'espèces, foudroyant les espèces, leur développement peut asphyxier les autochtones. Ainsi, dans le cadre des décharges, des espaces délaissés, on entasse résidus, espèces, déchets. Faune organique. En conséquence, modifie l'aspect purement négatif. L'impact sur le milieu de l'homme revêt dangereuse nature. Dangereuse nature. Peuple. 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 Peuplier, noir, grève, végétalisé, roncier. Aucune rivière ne veut piéger les hommes. Il n'y a pas de méchanceté en elle. Essaie de comprendre. Le style poétique de Jack Spicer, Los Angeles, 1925-1965. Proche du cut-up des écrivains beats. Une série de fragments assez déconnectés les uns des autres, essentiellement reliés par la absence de... Dangereuse nature les vive. Dangereuse nature les vive, ne laissant apparaître que le sommet de leurs victimes. Dangereuse nature les vive, dangereuse nature les vive, l'animal. L'animal. L'animal vient dans le membre, une sensation de brûlure. L'animal vient dans le membre, dangereuse nature les vive. La piqûre est douloureuse, la piqûre est une sensation de brûlure, une sensation de danger dans peuple. Danger dans peuple, dans peuple. Le plus étonnant, le plus paradoxal, les écrits de Jack Spicer sont aussi peuplés de rivières tortueuses, d'étendues sauvages, de peupliers, de forêts d'érables,
de forêts de bouleaux jaunes, de forêts de merisiers, de forêts de bouleaux rouges, de bois de dérive, milieu, matière encombrée, nue, surabondant, ne pouvant être totalement le peuplement normal. Le peuplement normal, me direz-vous, déséquilibre, plus ressources exploitées par... Et cette rivière sans méchanceté nous désaltère, privilégiant la ligne pure, le goût pour les boucles sonores. Avouons que cette esthétique peut donner naissance à d'étranges joyaux. Il ne s'agit pas ici d'un poème lyrique, rien d'élégiaque en tout cas. Il n'exprime aucune tristesse, surtout pas, aucune tristesse, rien. Lui, je ferai un vers de pur rien. Elle, tu feras un vers de ce dallage vaste de cailloux. Lui, substrat d'argile, sable fin, limon, vase, et d'un côté les vagues, les courants, les marées, de l'autre les glaces qui arrivent au milieu des cailloux. Elle, traversée. Lui, checkpoint. Elle, au milieu des cailloux. Ça te passe par la tête, au milieu des cailloux. Lui, je me souviens d'un amour de loin. Elle, les formulaires de cet amour, lui, de loin, ajouter au milieu des cailloux. Elle, je te passe par la tête, lui, au milieu des cailloux. Je me souviens d'un amour de loin. Elle, d'un amour de loin. Lui, ceux qui sont susceptibles. Elle, ceux qui sont susceptibles de traverser, vous voudrez bien vous présenter au guichet. Lui, je me suis éloigné de toi. Elle, vous serez bien inspiré de remplir les formulaires. D'autres voix, car trop sont nos terres loin. Trop sont nostras terras loin. Elle, avancée, checkpoint, traversée. Il y a tant de passages. Avancez, avancez. Sol. Profondeur à la remorque des bras morts de tous les corps de la ville. Les cavités, les nappes, les quantités dissoutes de minerais, les rochers de profondeur. Sol, profondeur qui se nettoie le sexe, les poumons, la peau, le foie, les reins, les intestins, les prairies humides, les mares, les pores, les failles naturellement scellées, le fer dissous, le manganèse. Les sous-produits gazeux, les fuites. Tu lis la peau de l'eau sous des pagaies acides. Libération des masses, des toxines, le souffle court, le gaz stocké dans les souterrains. Combler la gravière que tu as dans les yeux est une question sérieuse. Nous écrivons car l'eau n'habite plus la voix. Du langage coule sang. Le poème, juste un bras. Le poème juste un bras qui s'agite, on dirait un lointain beau jour, peut-être appelle-t-il à l'aide. À cette distance, comment apprendre les gestes qui sauvent? Et surtout, comment y croire, hein? Comment y croire aux gestes qui sauvent? Croire au poème, hein? C'est ce que tu dis. Tu dis que tu crois au poème. S'il boit l'eau du fleuve, après tout, le poème devient apte à flotter son noyer. L'important, c'est qu'à défaut de fond, ce que touche ma voix soit encore un axe. Tu dois faire la part du vertical et de l'horizontal usé par le poème, dis-tu. Tu es horizontal, tu es horizontal. Tu es vertical, tu es vertical. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est cendre grise, terre ocre, lourde tête, voix de tête, terrain vague, longue pierre, les distances, les fumées. Ceux-là n'entendent pas la voix qui leur parle de l'arbre, dis-tu. Ni tien, ni mien, ces lieux, installez-y vos cartes, dis-tu. Couler, coudre,
Tu dis peindre, je dis cool. Peindre un ours, le milieu de la bête, et jonché de branches mortes, Prévenir le choc. Masse globale. Injonction massive des liquidités. Croissance rapide. Masse gonflée davantage encore de l'eau, des rochers, de la terre, du bois. C'est comme ça. De la terre, du bois. C'est comme ça. Le mouvement de l'eau, maintenant très distinctement, se vautrait dans les flaques ciel. Immense trou dans la toiture, friche. Lieu plus profond, presque organique. Il ne dit pas rivière, il dit mouvement. On n'est pas des alpinistes. Faire demi-tour est impossible. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci. Merci. Alors peut-être une impression qu'on peut avoir quand on entend, dans cette poésie, il y a des répétitions, il y a des mots qui se fracassent un petit peu, pop, pop, plop, et puis il y a d'autres mots, présence, absence de, soudain il y a une syncope. Peut-être pourriez-vous dire quelque chose sur le rythme, sur la sonorité du langage, puisque vous avez travaillé là-dessus. Je vous laisse poursuivre. Oui, ce texte-là, je prends des feuilles A4, alors que je pourrais prendre le livre et tourner les pages. Or, il y a un traitement des extraits sont extraits enfin des extraits sont extraits, excusez-moi, des prélèvements, certaines parties comme ça de la publication papier sont extraites et sont collées. Peut-être la partie de la page 1, une autre partie de la page 5, une autre partie de la page 9. En fait, ensuite, on va vers une oralité, vers un choc comme ça entre les différentes strates dont on parlait, mais qui sont traitées différemment à l'écrit et à l'oral. C'est vrai que dans ma lecture, quand je parle de choc, quand je parle de frottement, quand je parle les répétitions qu'il y a aussi, tout ça, c'est mon corps qui prend en compte la réalité du texte, et donc je rends ça de manière, je rends un peu un côté organique au texte. Je développe un côté, voilà, une organicité de ce texte-là qui m'amène à répéter des choses, qui m'amène aussi des fois à suspendre une phrase en son milieu. Comme arriver à un rebord pas d'un précipice, mais d'une rupture de terrain comme ça, quelque chose qui pose la question de... je ne peux pas tout dire du texte, c'est pas moi-même, le texte m'amène, à un moment donné, je suis au rebord de ce qu'est le trou de la poésie dans le domaine du langage. La poésie est un endroit. C'est un endroit du langage, la poésie. C'est quelque chose, peut-être, possiblement, quelque chose au milieu du langage, mais quelque chose qui a fui, quelque chose qui est parti, qui s'est résorbé comme ça, quelque chose qui pose une interrogation. Le langage est là pour appeler, mais presque uniquement poser une question, quoi. Barthes disait aggraver le questionnement. On n'est pas là pour répondre à des questions. Certains, dans cette manifestation, apportent des réponses. Voilà, des journalistes, des religieux, des philosophes aident le public à trouver peut-être des réponses. Le poète malheureusement, malheureusement, non, c'est comme ça, n'apporte pas une réponse. Par contre, le questionnement est aggravé par la poésie. Et donc, cette manière d'aggraver, cette manière de s'arrêter des fois, c'est un peu un suspens, une espèce de question comme ça qui est posée, qui est présentée comme ça. Je pensais aussi au travail que vous avez fait. Alors, vous intervenez souvent avec Jésus Ored, qui est un accordéoniste, et puis vous avez fait des disques, et récemment un disque affiche en collaboration avec d'autres poètes, peut-être. Ça va avec l'aspect sonore du langage. Peut-être vous pouvez en dire un mot ?
Alors, dans le domaine de la poésie contemporaine, il y a ce qu'on appelle aussi la poésie sonore. Poésie sonore, c'est des gens dont je ne fais pas partie, je ne suis pas de ce courant, cette famille, on va dire, qui travaillent beaucoup sur la sonorité, le corps comme un instrument, comme une caisse de résonance, avec un travail vocal soigné, comme des musiciens de la musique contemporaine, des choses comme ça. Moi, ma question n'est pas tellement là, c'est toujours pareil, travailler cette oralité dont nous parlions tout à l'heure, mais dont je m'adresse pour ça à des musiciens, à des gens qui augmentent le son, qui prennent la voix et qui la restituent avec les moyens fantastiques qu'ils ont. Et c'est vrai qu'on m'invite souvent comme ça pour prendre le texte à plusieurs voix, pour faire des polyphonies. Et ce travail de polyphonie, toujours pareil, ces frottements, ces chocs entre différentes voix peuvent être travaillés. Et comme ça on mêle nos voix, mais aussi les voix d'instruments de musique, comme l'accordéon pour le cas de Jésus au raid. Ça peut être des percussions avec les gens de l'ensemble zéro, ça peut être différentes médias comme ça, mais toujours cette pluralité de voix et cette polyphonie qu'on entend des fois, même dans la mémoire, je veux dire, dans la culture locale, on nous parle de polyphonie, de chant polyphonique. Et il y a une poésie polyphonique qui est habitée. Le poète est habité de plusieurs voix, y compris les siennes et pas que les siennes. Il n'y a pas que la propre voix du poète qui compte. Très intéressant de lire les autres aussi. Et c'est pas peut-être assez fait de lire d'autres gens. Alors, il était question de danger à certains moments. Est-ce qu'il y a un danger qui nous pousse à ne pas croire? Puisque le thème était en quoi croire encore. Oui, danger, parce que, comme vous avez entendu tout à l'heure le texte que j'ai lu en première partie, il y avait donc une question de vivre, comme ça, ce texte a été écrit à partir de relevés de la flore en bord de rivière. Et donc il y avait le danger des vives, le danger d'aller se... Mais effectivement, à partir du moment où on me parle ou du moins le texte m'amène à des dangers, des espèces qui vont mettre en danger les espèces autochtones, par exemple. On parle de flore, mais aussi, évidemment, on parle de genre, on parle d'autochtones. Les autochtones les Amérindiens sont des peuples autochtones, mais on parle aussi de migration, on parle de migrants, on parle de tous ces flux. Et c'est vrai que des relevés comme ça au niveau de flore parlent de danger entre différentes colonisations possibles. Et évidemment que quand on met ça dans un texte, on ne parle pas que du bord de la rivière une telle, mais on parle aussi des flux et des mélanges qui peuvent être partout dans le monde. Mais je ne pense pas que la poésie soit faite pour amener des slogans et dire des choses frontalement. Du moins, elle doit les dire à une profondeur qui se trouve commune entre peuple et végétal. Il y a une sous-couche là, on parlait de profondeur tout à l'heure, il y a une sous-couche entre l'humain, le végétal, l'animal. C'est quelque part au fond de ces strates qui sont travaillées par le poème. Peut-être on parlera un petit peu d'écologie ensuite, mais ce serait bien d'avoir une deuxième lecture. Dans cette seconde lecture, vous entendrez parler, donc, comme je disais tout à l'heure, du baron de la Hontan. Baron de la Hontan, donc, voilà, hein, un Béarnais qui part en 1670 au Québec comme militaire et qui s'enfonce qui ne peut pas rester militaire au fort et sous les ordres de ses officiers, et puis parce qu'il était officier lui-même, mais de ses supérieurs, et qui explore ce qui est aujourd'hui le Québec, et qui est le premier, c'est à l'époque des Lumières, 1680,
et qui est le premier à prendre en compte la réalité des Amérindiens. Un des livres très très célèbres à l'époque, c'est ce dialogue avec un sauvage, avec un Huron. Et voilà, c'est sur ces traces que nous sommes là. Ce qu'il faut, c'est asseoir le poème au hasard et en cercle, à l'endroit tout crânien des anciennes mesures, toutes les eaux mêlées d'ici, tendance à converger rapidement selon vallées. Les glaciers décident. Les glaciers décident de la forme des crânes et de leur qualité de résonance. Répétez. Ce qu'il faut, c'est asseoir le poème à l'endroit tout crânien des anciennes mesures. Tension déjà. Dire tension déjà. Bassin versant la qualité des eaux dans plus exactement la même boîte. À l'intérieur du frontal, la moindre fissure se dit pensée. La surface articulaire est tournée vers l'arbre creux, le dedans, la caverne. La souche renverse la surface. La surface prend la photo. La photo traverse l'ours. L'ours traverse la zone. L'ours entre en léthargie. La température de l'ours. Le rythme respiratoire de l'ours. Le dedans crânien de l'ours. Le dedans crânien de l'ours habite les forêts. Le dedans crânien de l'ours fréquente les ruisseaux. Le dedans crânien de l'ours fréquente les marécages. Il y a dans l'existence du baron de Lantan un épisode particulier. On ne sait pas bien où il est allé, ni s'il a voulu couper obligatoirement la corde. Ce qu'il cherche est une errance sur les lacs et les rivières en 1688. À remonter l'invitation du Saint-Laurent, ou mieux, la grande rivière du Canada, jusqu'à Michilimackinac, sur le poitrail du Saint-Laurent, sur le poitrail du Michigan. Crois-moi, cher frère, songe à te faire Huron. Tu seras délivré de tes passions. Il s'embarque avec sa compagnie de soldats et 5 pisteurs de la tribu des Outaouais. Tu n'auras que faire d'or ni d'argent. Voilà fondée pour un siècle aux mains la croyance dans le droit naturel. Ici, sa probité, son sérieux, l'authenticité même de ce voyage au Pacifique mise en coche par-delà les rocheuses. J'entends les Outaouais peindre un ours. Le milieu de la bête est jonché de branches mortes. J'entends Rimbaud d'Orange, il chante « Donna per cui chanti siscle » « Dame, pour qui je chante et siffle ». La preuve est faite que chanter et siffler avec une bouche, un corps, un ventre et 2 moitiés de fauve à l'intérieur, je veux dire un troubadour et moi, c'est possible. C'est à cela que je crois. Je crois au troubadour au milieu de ma langue. C'est à cela que je crois. Le cagot lui dit de remonter jusqu'à Montaigne et aux essais que Laontan a sûrement lus. Le troubadour ou le Huron ne veulent pas d'hexagone au milieu de ma langue. À tous les métis francophones de l'Est, ils disent, même en joual, laissez un espace au milieu du français. Ah oui, mais France, dans ce cas, sera périphérie. Sachet, sac, tissu, carcasse. Baron parie sur épaisseur nouvelle. Ne plus percer complètement le cuir. Un point minuscule est suffisant. Linguiste pense par segments. On atteint la cheville en contournant le coup de pied. Cousu ensemble, 2 languettes de peau raidie. Couture prolonge le coup de pied. Un coureur des bois frappe au carreau du fleuve. Normalement, une couverture blanche de Normandie vaut 6 peaux de castor. 2 hanches, 2 haches, 1 castor. Une barrique de blé d'Inde, 6 castors. Une paire de mocassins, un peu moins. Les larges bandes peintes, les franges, les pendants de crin, les couleurs minérales.
L'Algonquin n'est plus un ornement de passementerie. 4 perches sur un carré dressé, et sur chacune d'elles 5 ou 6 pots d'élan ou de cerf. La fenêtre, un séchoir. Un ours a bel et bien traversé le fleuve. Le plus souvent, c'est comme ça qu'on l'écrit. On bloque les côtés, tu regardes dans ta fracture pour qu'il ne passe pas. Peut-être va-t-il couper la corde avec ses dents. Un trappeur doit enfoncer le bâton comme il faut. L'animal va passer. Une belle ours noire, suite à sa capture, fut tuée selon technique de trappe moderne. Pas faire souffrir. Hello Didier, ici, photo de la débâcle. La pierre brise 2 fois le fleuve. Pendant longtemps, l'intérêt des linguistes pour l'existence d'un pidgin à base de français et de langue cri en Amérique du Nord. Prolongé dans l'île roche, ce sol très mince avec affleurement émotionnel. Ta bouche est nue, tes dents sont dans l'arbre. Quelqu'un, sur le balbutiement de l'herbe, jette un tambour, une pierre, un tambour, une pierre. Merci. Alors, est-ce que ces populations, ces peuples qui vivent, dont la vie en fait est très intimement liée à la nature, peut-être plus que la nôtre, en tout cas que celle des personnes qui vivent en ville, peuvent être une inspiration? Est-ce que finalement il faudrait croire en la nature? Est-ce qu'il ne nous donne pas un signal d'alarme ou quelque chose de cet ordre? Bon, oui, c'est vrai qu'on a un thème aujourd'hui qui est en quoi croire encore. Bon, encore, je l'enlèverai. Non, pas pourquoi. Encore, ça voudrait dire que c'est un peu pessimiste. Ça veut dire qu'avant, il y avait plus de raisons de croire qu'aujourd'hui. Donc, bon, le encore, je pousse un peu comme ça. Mais le en quoi croire, bon... moi, j'ai envie. Là, je vous parle de poésie. Je ne vous parle pas d'autre chose que de poésie. Donc, je parlais tout à l'heure de cet espace au milieu du langage. Je crois à cet espace au milieu du langage. Je crois à cette chose-là qui réunit les gens et qui fait venir des forces comme ça qui sont essentielles, qui sont là, qui sont nous, qui sont nos racines. Après, c'est vrai qu'en traînant un peu en Nord-Amérique et puis avec les Amérindiens, pour revenir, pour apporter une petite réponse à en croire, c'est vrai que j'ai invité aussi des Québécois, notamment des Inuits et des montagnais il y a 3 ou 4 ans ici. C'est vrai que le rapport qu'ils ont au paysage, non, qu'ils ont au vivant, à la terre-mer, à l'ours, au ciel, à tout le vivant, c'est quelque chose que l'on doit d'urgence écouter aujourd'hui. Et ce sont des gens qui doivent être mis à la table des négociations d'urgence, je pense, parce que leur abord l'humilité des êtres humains qu'ils sont par rapport aux autres formes de vivants est assez essentiel, je crois. J'ai un ami, Maurice Rebex, que certains connaissent peut-être, qui fait beaucoup de conférences sur les Lakota, les Sioux, et il passe son temps en communication pour dire exactement que les Indiens sont des gens qui ont déjà vécu la fin du monde. Ce sont des gens qui ont été broyés par les barrages et par les centrales électriques et qui savent que, voilà, on survit leurs territoires ont été submergés et qui sont encore là. Donc ceux-là peuvent nous dire calmez-vous les gars, on va y arriver. Un blanc dit j'ai conquis la montagne. L'homme blanc dit j'ai conquis la montagne. C'est comme ça l'homme blanc. Donc j'ai fait la Chine. Un Amérindien ne dit pas qu'il a fait la Chine, il dit que peut-être il a été faire un tour en Chine. Donc on aurait besoin, je crois, Enfin, il faut qu'on écoute les gens qui nous disent apprenez-vous à être un peu petits, les amis. Et
un de mes projets actuels et projet de ce livre-là et d'autres qui arrivent, c'est justement que c'est pour ça que je parlais de l'hexagone, pas d'hexagone au milieu de ma langue, c'est que l'espace francophone est beaucoup plus large que notre espace hexagonal et que jusqu'au Wisconsin, jusqu'au Michigan, jusqu'au Minnesota, il y a encore de la réalité de notre langue. Pas encore, elle est là, les noms sont là. Il faut aller étirer aussi notre langage. Je pense que c'est ça, croire en son langage de manière étirée, augmenter notre langage. Ça, je crois, ça. C'est la réalité augmentée du langage, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez la poésie comme un lieu de résistance? Parce qu'il y a beaucoup de poètes qui voient ça ainsi. Une sorte de résistance au tout économique, un espace de rêve, un espace de liberté, quelque chose de cet ordre. Non, moi je vois... Bon, comme on disait tout à l'heure, il s'agit d'une activité Moi, je brasse du langage, comme un musicien va faire avec des notes, ou comme chacun de nous fait avec ce qu'il importe. Je pense qu'il est très important que des gens soient passionnés par ce qu'ils font, que ce soit par le tir à l'arc ou la collection de timbres ou le football ou le papillon. Enfin, il faut de la passion. Je crois que chaque personne qui est passionnée a cette part de résistance. Voilà, amène l'énergie, amène le frottement des strates dont on parlait. Chacun de nous doit être, par sa passion et en faisant partager une passion, une espèce de petit dynamo privé comme ça, dont les autres bénéficient. La résistance est là. Est-ce que le poète est plus résistant que non, je pense non. Je pense que le poète anime sa dynamo personnelle et peut-être amène d'autres gens à se dire tiens, moi aussi je vais pas faire qu'écouter, je vais parler à ma manière et aux gens que j'ai autour de moi. Voilà, faut se parler. Qui parle? Faut parler. Mais il faut parler des fois avec son langage à soi. Je vous dis, le gars qui vous parle, le numismate parle, l'archer parle, la cartomancienne parle, le chanteur parle, le philosophe parle, le buraliste parle, le coiffeur parle. Voilà, le truc c'est pas se taire, pas dire on n'a pas le temps pour parler, on n'a pas le temps pour... Peut-être vous pouvez dire un mot pour conclure de la collaboration que vous faites avec une cinéaste, des histoires de films. Cet ouvrage Galerie Montagnaise est accompagné d'un film. Bien sûr. Oui, voilà, on parlait de poésie, on parlait donc de différentes strates, on parlait tout à l'heure j'ai parlé d'horizontale, de verticale, on parle comme ça de différentes couches de l'humain qui sont traversées, enfin de l'humain ou du vivant traversé. Et la poésie n'est pas non plus le fait que de poètes qui écrivent leurs textes dans leurs livres avec leur éditeur. La poésie, elle est chez des designers, elle est chez des musiciens, elle est chez des sculpteurs, elle est chez des peintres, des artistes, elle est chez des cinéastes. Et c'est vrai que dans les projets que je suis amené à mener, voilà, je convoque d'autres poètes, des plasticiens, et également des cinéastes, Émilie Arsico, notamment, qui a travaillé sur un film Galerie Montagnaise qui est disponible en vidéo. Vous tapez Galerie Montagnaise ou Didier Bourdin, vous verrez notre duo avec Cole Swensen, une poète américaine qui m'a accompagné dans ce projet. Très important, cette transversalité. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs avec les vignerons, ce qu'on fait aussi avec les vignerons, c'est-à-dire qu'aller, la poésie n'est pas une discipline. Je parlais d'un lieu, c'est un lieu du langage, mais qui n'est pas occupé que par les seuls littéraires. Je pense que la poésie est traversée par d'autres champs, d'autres préoccupations.
Les cinéastes sont... je ne dis pas que le cinéaste est un poète, mais la poésie guide le cinéaste, la poésie guide le chanteur, la poésie guide les gens qui font de la méditation, les gens qui parlent, les psychanalystes. Il y a comme ça, c'est une écoute à la poésie. Je pense que c'est une écoute, c'est une plaque sensible qui n'est pas réservée qu'aux gens de la littérature, mais qui est réservée à chacun de nous, bien sûr, puisque nous sommes là ensemble. Merci beaucoup Didier Bourda. On peut peut-être passer le micro au public s'il y a des questions. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle ou bien tout le monde est fatigué parce qu'il est tard? Bonsoir. Bonsoir. En fait, il faut le temps de les composer, les questions. Vous nous auriez dit au départ qu'il y avait des questions, il y en aurait. Oui, vous disiez, une des raisons pour lesquelles je suis venue, moi, c'est parce qu'effectivement, je pense que la poésie est un des moyens qui va permettre de... Je vais prendre un exemple. L'exemple, c'est, comment il s'appelle, Cabrel, avec sa chanson « Je suis quelqu'un de l'intérieur », où il dit à un moment donné qu'il se tient à l'écart de ces hommes qui volent, qui violent, qui tuent. Waouh! Quand j'ai pris ça, ça m'a permis de prendre conscience de ce qui se passait. Mais lui, il l'a dit 20 ans avant que je prenne conscience. Donc il y a ce temps-là de la poésie qui est un temps qui permet, enfin, qui voit avant, j'ai l'impression. Est-ce que vous sentez ça ou pas du tout? Non, enfin, ça, oui, Rimbaud disait ça, hein, le poète est un voyant, mais voyant, c'est beaucoup dire, je ne vais pas vous dire, je vois, non, je ne peux pas me permettre ça. Par contre, quelque chose de propre à la poésie, je crois, parce que je mêlais tout à l'heure il y avait une question de transversalité dont je parlais, avec beaucoup de gens d'autres domaines qui sont animés par la poésie. Mais par contre, quand on travaille la poésie, on est habitué à la lenteur. On est habitué à la lenteur, ne serait-ce que lire de la poésie. C'est une des questions de l'édition, plus que pour nous. Mais c'est vrai que les éditeurs ont du mal avec la poésie, à vendre les libraires, tout ça, parce que c'est tellement lent, quoi. Je veux dire, vous pourriez passer votre vie sur 3 livres, quelque part. Donc il y a cette lenteur, cette lenteur de la poésie, de l'écriture de la poésie, mais aussi de la lecture de poésie, de la macération de la poésie, voilà. Là, on est dans un autre temps. On est dans un autre temps. Un poète peut très bien écrire pendant 15 ans un texte. Voilà. Donc, en ça, il y a cette adéquation à un temps long dont parlent les anthropologues. Il y a ce temps long qui paraît affreusement long à tout le monde, et le poète dit « Ouais, bien sûr, oui, le bouquin il sortira dans 15 ans, oui, peut-être dans 15 ans, ou dans 10. » C'est pas tellement... il est habitué à ça. Donc, voilà, habitué à une certaine lenteur, en prise avec autre chose que l'actualité. Est-ce qu'il voit... Bon, il y a aussi chez le poète une façon une façon d'assembler les choses, de laisser les choses s'assembler en lui, une espèce
d'ouverture à un inconscient comme ça, avec qui il est familier. Donc peut-être que cette fenêtre ouverte vers l'inconscient l'amène à coller comme ça des idées, des images, des réalités qui effectivement sont que peut-être les autres n'ont pas vues, et puis le poète se dit 20 ans avant, ouais, peut-être que, comme les gens disaient il y a 30 ans, j'entendais une vidéo j'ai vu une vidéo d'Haroun Tazieff qui disait exactement où on en était par rapport à la catastrophe écologique. Il disait tout à fait. Donc cet homme-là n'était pas un poète, mais les choses étaient claires pour lui, d'une manière plus claire pour lui que pour des poètes qui pourraient le deviner. Donc le poète est à fond dans la lenteur, en phase avec la lenteur des choses. Est-ce qu'il voit les choses avant? C'est un peu présomptueux de dire ça, je pense. Mais il sait laisser venir des vraies choses, et il sait aussi ne pas être trop perturbé par l'actualité, par la mode, par la croûte des choses. Donc en ça, il peut peut-être percevoir les choses. À partir du moment où vous enlevez beaucoup l'écume, vous voyez plus venir les vraies choses. Du moins, vous les touchez plus facilement. Parce que bon, on entend des choses pas importantes. Oui, mais en même temps, vous avez commencé votre présentation tout à l'heure en reliant la poésie à son temps. Vous avez bien prononcé l'expression de poésie contemporaine. Et s'il n'y avait pas de poésie contemporaine, s'il n'y avait qu'une poésie tout court, d'autre part, encore une petite remarque, votre présentatrice là a relié le monde de la poésie au monde de l'édition en précisant que la poésie ne se vend pas. Mais la poésie n'a pas à se vendre, ce n'est pas une marchandise. La poésie est à tout le monde, les mots sont à tout le monde, pas plus que la musique d'ailleurs n'a pas à se vendre. Si des marchands du temple sont entrés, ont colonisé poésie, musique et autres formes d'art, ce n'est pas le problème des poètes. Et enfin, une troisième petite remarque, lorsque votre voisine, la présentatrice, donc excusez-moi, j'ai oublié le nom là. Armelle Leclerc. Oui, lorsqu'elle a dit ceci, vous n'avez pas de questions, mais vous êtes peut-être fatigué. Mais oui, le problème, il est là. Nous sommes tous fatigués parce que nous sommes dans un monde fatigué, une société fatiguée. Qui n'est pas fatiguée aujourd'hui d'un tas de choses? Et c'est vrai qu'il y a tant de sujets de fatigue. Alors pour conclure un petit peu ce que je voulais dire, je citerai simplement deux petits vers d'un poète que vous reconnaîtrez peut-être, mais peu importe. Si ta vie s'endort, risque-la. Est-ce que ça ne serait pas une définition aussi de la poésie? Si ta vie s'endort, risque-la. C'est tout. Je crois avoir abordé tout à l'heure ce dont je parlais. Je crois avoir abordé certaines de vos propos là, parce que justement je parlais d'énergie, de croisement hors de la poésie des poètes, mais de la poésie d'autres la poésie comme un axe, comme une espèce d'abord des choses qui n'est pas réservé qu'au littéraire. Je pense que la poésie n'est pas le positionnement de la poésie dans la littérature, oui, peut-être, pas forcément. Et poésie contemporaine, et pas que, oui, je crois que de plus en plus, la poésie, c'est tous les gens qui écrivent de la poésie, même les gens qui publient de la poésie, ceux qui écrivent de toutes les associations de poésie, tout ça est important. Tout ça est important et fait vivre la poésie ne vit pas que chez les éditeurs. Mais c'est les éditeurs qui nous parlent des chiffres. Non, c'est même pas les éditeurs, c'est le 04, je sais pas quoi. C'est des gens qui
des gens qui mesurent les ventes de livres. Ils s'en inquiètent. Les poètes ne s'inquiètent pas trop de la vente de livres, parce que de toute façon, les poètes ne touchent jamais leurs droits d'auteur. On ne leur envoie pas les sous. Après, ça pose un problème quand même de diffusion, parce que si vous regardez dans les librairies, vous cherchez le rayon poésie, souvent il est dans un petit coin, il est à l'étage, il est assez loin, et encore faut-il qu'il y ait des ouvrages dessus, parce qu'on va avoir des poèmes anciens, quelques classiques, et puis, alors à Pau on n'est pas trop mal desservi, mais si vous voyez dans pas mal de villes, vous avez du mal à trouver des ouvrages actuels. C'est en ce sens-là d'ailleurs qu'on peut dire contemporains, c'est des auteurs vivants ou pas trop morts, on va dire. Oui, et la poésie à l'école primaire, la poésie au collège, la poésie au lycée, c'est quand même le parent pauvre. Prenons les programmes scolaires. Alors qu'il y a de merveilleux poètes, ne serait-ce que des poètes français du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Je viens d'acheter un petit livre chez un bouquiniste, là, quelques poèmes, une petite anthologie de poèmes d'Henri Michaud. Mais que c'est puissant à lire, et comme ça plairait à beaucoup de collégiens et de lycéens, alors que finalement, on ne leur indique pas ces pistes. Michaud, Char, que sais-je encore. C'est un des mystères des programmes scolaires, d'avoir cantonné la poésie à quelque chose au mieux du 19e siècle. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris comment les élèves d'aujourd'hui ne sont pas familiarisés avec des choses même décrites jusqu'aux années 80. Pourquoi effectivement, les Michaud, tout ça, qui sont déjà des classiques, mais même il y a des œuvres de Tarcos, de Penquin, de plein de gens d'aujourd'hui, Bernard Noël, qui est un monsieur qui a 90 ans maintenant. C'est des gens qui ne sont pas étudiés en classe. Je n'ai jamais compris trop pourquoi on avait cantonné la poésie à cette histoire de récitation dont elle a du mal à se remettre quand même. Ah. Eh bien, d'accord. Bon. Elle enchante la mémoire. Il y a un charme de la poésie. Je comprends très bien votre démarche, mais il n'y a aucun charme, aucune musique dans ce que vous dites, aucun enchantement. Voilà. Moi, c'est une planète qui m'est totalement étrangère. Une planète langagière, avec vos frottements, etc. Oui. Je comprends très bien votre démarche, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle pas. Ah ben, ça, c'est pas... La musique, la douceur vive, et jusqu'à Bernard Noël. Oh, je corrige un point. Bon, j'ai été professeur de lettres. Je sais qu'il y a dans les manuels d'aujourd'hui, il y a des poèmes d'Henri Michaud. J'appelle. Je ne sais qui j'appelle ne sait pas, etc. Et il y a Bernard Noël aussi qui est présent. Donc il faudrait un petit peu réviser, revoir un petit peu cela. Oui. Voilà. Donc c'est par rapport à ça, parce que... Bernard Noël qui a 90 ans, et il est temps qu'il y soit. Qui me soulève, qui m'emporte, pas ça. Oui, vous êtes un lyrique, mais c'est bien, vous avez le droit de l'être, évidemment. Oui, mais vous êtes un amateur de la poésie lyrique qui est très belle, et vous avez tout à fait le droit d'être un lyrique. Encore heureux. Moi, je préfère les pierres qui frottent. Mais il y a aussi le vent dans les arbres. Après, il est vrai que les manuels ont quand même en fait un peu évolué. Moi, je suis aussi professeur de lettres, et donc j'ai vu des poèmes de Queneau et autres qui étaient présents. Et par ailleurs, il y a pas mal de poètes qui passent dans les classes aussi, à travers différents programmes avec les maisons de la poésie. Et ça fait voir de la poésie contemporaine, vivante, aux élèves. Et les poètes sont assez actifs dans ce domaine, je trouve, par rapport à peut-être d'autres genres littéraires. Oui, voilà, il y a la question des programmes, et effectivement cette circulation assez importante
de poètes d'aujourd'hui dans les classes et dans les lycées. Et ça, c'est quand même beaucoup, y compris des gens qui mènent des travaux de manière assez suivie avec les classes. Et donc, on a quand même beaucoup d'élèves qui sont en contact avec la poésie d'aujourd'hui, la poésie qui s'écrit aujourd'hui, oui. Je crois qu'on va clore cette rencontre, puisque le temps qui nous est alloué est terminé. Je vous remercie de votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup.